Bonjour, je suis Dr Khadif, maître assistant en rhumatologie au CHU d'Oran. Je vais vous présenter la conférence sur la conduite à tenir devant une épaule douloureuse. On commence par le plan. Donc on verra en premier une introduction, puis un rappel anatomique, puis on passera au diagnostic positif avec les trois étapes, à savoir l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens complémentaires. Ensuite on verra le diagnostic différentiel. Et après, donc, ce sera le diagnostic étiologique et enfin, les principes du traitement. Donc, en introduction, les douleurs de l'épaule représentent un motif de consultation très fréquent. Donc, il s'agit du deuxième motif de consultation en rhumatologie après les lombalgies, notamment les lombalgies chroniques. La pathologie périarticulaire, à savoir la coiffe des rotateurs, la pathologie de la capsule articulaire, les bourses séreuses représentent 90% des motifs de consultation pour épaules douloureuses. Dans 10% des cas, il s'agit d'autres étiologies. Sur le plan anatomique, l'articulation de l'épaule est constituée par l'union de deux unités anatomiques fonctionnelles principales qui sont la gléno-humérale et la homo-humérale et la scapulo-thoracique, donc qui est une articulation virtuelle. Et deux articulations accessoires, l'acromioclaviculaire et la sternoclaviculaire qui assurent surtout des mouvements de translation. Les bourses séreuses, donc après, à côté des articulations principales et accessoires, on a les bourses séreuses, donc la bourse sous-acromio-deltoïdienne et la sous-acromio-coracoïdienne, et donc les bourses séreuses en fonction de faciliter surtout le mouvement des tendons sur les surfaces osseuses. En troisième lieu, et c'est les plus importants, parce qu'ils sont ils peuvent être atteints lors de différents processus. Donc les tendons de la coiffe des rotateurs, ils jouent un rôle dans la stabilité de l'articulation homo-humérale, constituée en haut par le tendon du supraépineux et de l'infraépineux. En dedans, c'est le tendon du subscapulaire. En avant, c'est le tendon du long biceps. La face supérieure, le tendon du long biceps, il ne fait pas partie proprement dite donc de la coiffe des rotateurs. Donc les tendons de la coiffe du rotateur sont surtout le sus et le supraépineux et le subscapulaire. La face supérieure des tendons de la coiffe des rotateurs est séparée de l'articulation acromioclaviculaire et de la face inférieure du deltoïde, donc par une bourse séreuse de glissement. Donc c'est un espace, c'est un espace pratiquement virtuel, mais qui peut être source de certains processus, lors de certaines pathologies, source de processus inflammatoires et donc peut entraîner des douleurs de l'épaule. Les tendons de la coiffe des rotateurs passent dans un défilé constitué en bas par la tête humérale et le trochiter, donc la grosse tubérosité humérale, et en haut par un auvent formé en avant par le ligament acromio-coracoïdien et en arrière par l'acromion, donc en bas. Donc le tendon, l'espace où passent les tendons de la coiffe des rotateurs donc, est formé par, donc c'est un espace pratiquement clos, il est formé en haut par la tête humérale et le trochiter, en haut par un auvent formé par le ligament acromio-coracoïdien et en arrière par l'acromion dont il existe plusieurs variétés anatomiques plus ou moins recourbées vers le bas et donc agressives pour les tendons de la coiffe. Là, on parle surtout de la forme anatomique de l'acromion. Donc, il y a des acromions qui ne sont pas agressifs, d'autres par contre, ils sont plus ou moins agressifs pour les tendons de la coiffe. Là, c'est un schéma qui représente ou reprend les différents constituants des articulations de l'épaule, notamment sur le plan ligamentaire et sur le plan tendineux.
Et donc, les plus importants, c'est surtout les tendons de la coiffe de rotator et le ligament acromio-coracoïdien et acromio et coraco, le ligament acromio-coracoïdien et le ligament coraco-huméral. Donc, voilà la bourse, l'emplacement de la bourse séreuse sous-deltoïdienne. On voit également ici, donc sur cette coupe-là, l'insertion du tendon, des différents tendons de la coiffe des rotators, donc à savoir le muscle subscapulaire. Là aussi, on voit les différentes insertions, donc il y a le tendon du supraépineux, voici. Donc le diagnostic positif, il repose premièrement sur l'interrogatoire, le mot de début, l'évolution sur plusieurs jours ou semaines, l'horaire durant la journée s'accentuant avec la mobilisation, une douleur nocturne est fréquente et au changement de position et ne doit pas égarer le diagnostic, le siège exact antérieur ou externe, les irradiations. Donc il faut savoir aussi par rapport aux irradiations, les douleurs de l'épaule n'irradient d'origine scapulaire proprement dite n'irradie jamais en postérieur. Donc c'est une douleur qui irradie en postérieur ou bien une douleur pratiquement uniquement postérieure de l'épaule. Donc c'est une douleur soit qui vient de la face du rachis dorsal ou bien du rachis cervical. Ou bien c'est une douleur projetée d'origine viscérale. Le geste déclenchant cette douleur est accentué par la pression locale et certains mouvements. Le retentissement fonctionnel, donc ça peut être modéré comme ça peut entraîner une gêne fonctionnelle majeure et les antécédents du patient. Après l'interrogatoire, l'examen clinique se fait sur un patient torse nu en position assise ou debout. Donc, selon les habitudes de l'examinateur, donc c'est possible de faire, comme ce n'est pas une articulation importante, donc on a le choix entre en position assise ou debout. Premier temps, c'est l'inspection. On note surtout un gonflement, une asymétrie des épaules, une amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses, une modification des téguments, ecchymose, rougeur. La palpation à la recherche d'une augmentation de la chaleur locale en cas d'une arthrite infectieuse ou inflammatoire, recherche des points douloureux électifs, palpation des insertions tendineuses et des différentes articulations de l'épaule. Donc voici comment se palpent les différents tendons de la coiffe des rotators. Donc on va voir essentiellement le sus épineux en premier. Donc la main est mise dans le dos, comme dans la figure. Le tendon se palpe à 1 cm environ au-dessous et en avant du bord antérieur de l'acromion. Donc c'est exactement au point où est schématisé le doigt de l'examinateur. La palpation du tendon du sous-épineux, l'infraspinatus, le bras mis en flexion, comme schématisé, adduction et rotation externe. Le tendon se palpe sous l'épine de l'omoplate vers sa jonction avec l'acromion. Donc là, l'intérêt de ces mouvements, c'est de dégager le tendon, donc de son insertion, et plutôt le passage du tendon, et donc, c'est-à-dire en imprimant un mouvement dans le tendon concerné et responsable, et puis voilà, pour mettre en évidence s'il y a une douleur à l'insertion tendineuse. La mobilisation, on a trois types de mobilisation. Donc la mobilisation active contre pesanteur puis contre résistance. Donc elle va examiner surtout les tendons. Les mouvements complexes main nuque et main dos également. Donc c'est des mouvements actifs. Mouvements passifs, ce sont les amplitudes, c'est pour l'étude des amplitudes articulaires. Donc ce sont les mouvements articulaires proprement dits. Là, c'est un tableau qui reprend donc les différentes amplitudes articulaires d'articulation de l'épaule. Donc, on a trois degrés de liberté, si vous voulez, 3 axes de mouvement. Donc, l'abduction, l'adduction, l'antépulsion, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne. Comme vous voyez, donc, pour l'abduction, elle est évaluée à 180 degrés à l'état normal ou chez le sujet normal. L'adduction à 30 degrés,
la antépulsion à 180 degrés, la rétropulsion à 50 degrés, la rotation externe à 80 degrés et la rotation interne à 90 degrés. Et vous avez les différents tendons qui en sont responsables. Là, c'est une figure qui reprend la manœuvre, certaines manœuvres actives, à savoir la manœuvre main-nuque et main-dos. Donc la main-nuque représente surtout c'est le mouvement de rotation externe de l'épaule. En fait, pratiquement c'est le même mouvement qu'on imprime quand on fait l'examen en passif. Et le mouvement main-dos, c'est la rotation interne active. Maintenant, on passe à un autre élément de l'examen clinique de l'épaule. C'est un petit peu spécial, enfin spécifique à l'épaule. Ce sont le testing des coiffes de la rotateur. En fait, l'intérêt du testing de la coiffe des rotateurs, c'est d'avoir une idée sur l'intégrité anatomique des tendons de la coiffe des rotateurs. On a un ensemble il y en a plusieurs. On a sélectionné les plus importantes, enfin les plus spécifiques pour l'exploration de ces tendons. Et donc, la première, c'est la manœuvre de Job. Donc, c'est l'association d'une abduction, rotation interne, antépulsion de 30 degrés qui va tester le sus épineux. La manœuvre de patte, donc c'est la rotation externe contrariée, coup de corps ou bras en abduction à 90 degrés. Elle teste le sous-épineux et le petit rond. Le lift-off test de Gerber, c'est la rotation interne contrariée, coup de corps ou bras en abduction à 90 degrés. Elle teste le sous-scapulaire. Et la dernière manœuvre, c'est le palm test. C'est la flexion contrariée de l'avant-bras sur le bras. La paume regarde vers le haut. Elle teste le chef long biceps brachial. Voilà comment on fait la manœuvre le test de Job. Donc, il va examiner le supraspinatus. La manœuvre de patte, donc c'est la rotation externe contrariée, tout simplement. Donc, c'est-à-dire l'examinateur, il s'oppose à la rotation externe faite par la rotation externe de l'épaule du patient. Donc, ça c'est pour le sous-scapulaire. Le palm test, donc c'est pour le long biceps. Donc, c'est l'antéflexion donc de l'avant-bras sur le bras. Donc, il doit être contrarié par l'examinateur. Au terme des signes du testing, des manœuvres du testing, on aura trois types de réponses. Soit la réponse, elle est normale, donc il n'y a pas de douleur ni de diminution de la résistance, donc le tendon est normal. Soit soit il y a une diminution de la résistance avec ou sans douleur, et là c'est une tendinopathie, on est devant une tendinopathie. Soit s'il n'y a plus de résistance, donc le mouvement, le patient ne peut pas réaliser la manœuvre, et là c'est une rupture tendineuse. Donc rappelez-vous bien de ces trois situations. Maintenant, on passe également à un autre élément de l'examen physique de l'épaule, ce sont les signes de conflit. Donc, qui dit conflit, donc il y a deux ou plusieurs parties qui sont en deux parties, disons. Voilà. Et donc, en matière de l'épaule, on avait dit dans le rappel anatomique que l'espace où passe le tendon de la coiffe des rotateurs, c'est un espace assez étroit et il est pratiquement inextensible. Il y a le facteur de l'acromion, la face inférieure de l'acromion qui est plus ou moins agressif pour les tendons. Il y a les éléments ligamentaires aussi qui limitent un petit peu la liberté, enfin le mouvement des tendons. Et de ce fait, donc on aura, comment dirais-je, parfois des signes de conflit. Le premier signe de conflit, on l'appelle l'impingement signe de Neer. C'est le signe d'incarcération. C'est en bloquant le trochiter contre la face antéro-inférieure de l'acromion. C'est-à-dire, comment reproduire les signes de conflit? Ils sont reproduits, c'est-à-dire c'est l'examinateur qui doit reproduire le conflit. Donc, le patient ne sait pas qu'il a un conflit quelque part. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il rapporte? Il va rapporter une douleur ou bien une sensation d'accrochage. Donc, on a le signe d'incarcération ou l'impingement signe en anglais de Neer. Donc, c'est un signe qui témoigne, il témoigne d'un conflit entre
le tendon du supraspinatus essentiellement et la face antéro-inférieure de l'acromion. Donc c'est surtout l'élévation passive. Ce se fait bien sûr en réalisant une élévation passive, une antépulsion passive plutôt, du membre supérieur du patient. Le signe de Hawkins, la rotation médiale, donc la rotation interne, amène le tubercule trochitérien sous le ligament acromiocoracoïdien. Quand on fait une rotation interne, le tubercule trochitérien se déplace sous le ligament acromiocoracoïdien et le troquin au contact de la coracoïde, et le troquin va se déplacer au contact de la coracoïde. Ces deux déplacements vont entraîner ou augmenter le conflit antéro-supérieur, donc le conflit entre la coracoïde et les tendons de la coiffe des rotateurs, ou atteste ce qu'on appelle un conflit antérieur coracoïdien. Le signe de Yokoum reproduit le conflit entre le trochitère et le ligament acromio-coracoïdien. Le signe de Yokoum reproduit le conflit entre le trochitère et le ligament. Vous allez voir sur les figures. Donc le signe de Yokoum, donc c'est une élévation passive du membre. Donc à un certain mouvement de la manœuvre, on aura donc une douleur qui est signalée par le patient. C'est un conflit sous-acromial. Le signe de Hawkins, donc regardez comment le bras est positionné. L'examinateur effectue des mouvements de rotation interne, donc des rotations vers le bas. Donc le test est positif quand il reproduit les douleurs antérieures. Et là, c'est un conflit sous-coracoïdien antérieur. Le premier, c'était un conflit pour le signe de Neer. Le test de Neer, c'est un conflit sous-acromial. Pour le test de Hawkins, c'est un conflit sous-coracoïdien antérieur. Maintenant, pour le test de Yokoum, c'est un test donc aussi, c'est un test qui reproduit un conflit sous-coracoïdien antérieur, mais cette fois-ci, c'est un conflit ligamentaire, ostéo-ligamentaire plutôt. Il y a un autre conflit, c'est le conflit postéro-supérieur, ce qu'on appelle le test de l'armée. Bien sûr, il est positif quand il reproduit des douleurs. Bien sûr, là, le patient est mis en rotation externe, abduction aussi, et le patient donc va demandera au patient de faire une rotation externe. Et si le patient patient signale une douleur, donc ça produit, ça témoigne plutôt d'un conflit postérieur. Pour les examens paracliniques, examen de laboratoire, donc le bilan inflammatoire, donc l'examen complémentaire, ils ne sont pas demandés systématiquement, sauf dans un contexte assez évocateur, un contexte d'arthrite septique ou arthrite inflammatoire ou microcristalline, étude liquide synoviale, les autres bien sûr en fonction du contexte. Ce qui importe le plus, c'est surtout un bilan. Les bilans de première intention, c'est le bilan inflammatoire et bien sûr l'étude du liquide synovial en cas d'un épanchement intra-articulaire. L'imagerie, donc la radiographie standard, c'est le premier élément de première intention en matière d'imagerie de l'épaule. Donc les clichés, on pourrait demander des clichés de face en rotation indifférente. Une échographie en cas de pathologie, bien sûr fréquemment demandée ici pour la pathologie de la coiffe des rotateurs ou bien la pathologie synoviale. Les autres examens d'imagerie ne seront demandés qu'en deuxième intention. Maintenant pour le diagnostic différentiel, premier diagnostic différentiel, ce sont les radiculalgies cervico-brachiales, notamment la radiculalgie de type C5. Donc les douleurs, à ce moment-là, les douleurs sont déclenchées par les mouvements du cou et non pas les mouvements de l'épaule. Le cou étant raidi, la douleur est impulsive à la toux. Et là, on parle d'un syndrome rachidien cervical. Aussi, on a la présence de quelques signes, parfois de signes neurologiques objectifs, tels que l'abolition ou la diminution du réflexe bicipital, l'hypoesthésie du moignon de l'épaule, c'est-à-dire le muscle deltoïde. Là, ce sont des éléments donc, qui permettent de trancher entre les deux pathologies, les deux situations, bien que parfois on peut avoir l'association des deux. L'épaule neurologique paralytique, il s'agit soit
de la paralysie du circonflexe ou du nerf sous-scapulaire, ou bien le syndrome de Parsonage et Turner. Les lésions, on a aussi les lésions osseuses de voisinage. Elles peuvent être une infection, une ostéite, donc une ostéite par exemple humérale, une tumeur primitive ou secondaire, notamment les tumeurs de la tête humérale, une ostéopathie telle qu'une maladie de Paget, une ostéomalacie avec fissure de Looser-Milkman. Donc c'est une complication de l'ostéomalacie. La pathologie viscérale projetée, donc là elle est importante, donc à savoir, parce que c'est des urgences parfois vitales, telles que l'infarctus du myocarde, la pathologie hépatobiliaire, la pancréatite, elle donne souvent des douleurs postérieures, et c'est ce qui attire l'attention. Et un autre point important, c'est que l'examen de l'épaule est tout à fait normal. Donc c'est-à-dire il faut les évoquer quand l'examen, en principe, quand l'examen de l'épaule est normal. Parce que parfois, ces urgences-là peuvent se manifester uniquement par une douleur de l'épaule. Donc, pour le diagnostic étiologique, on a 5 grands cadres étiologiques concernant les douleurs de l'épaule. On a la pathologie périarticulaire, donc qui est de loin la plus fréquente. On l'avait dit qu'elle pourrait atteindre 90% des étiologies. Donc, plusieurs tableaux cliniques. On a l'épaule douloureuse simple. Là, elle témoigne d'une tendinopathie, de l'existence d'une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, donc l'épaule douloureuse simple. Donc, uniquement, c'est un tableau, c'est par atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs. Elle est assez fréquente après l'âge de 40 ans, n'empêche qu'on peut l'avoir chez les sujets plus jeunes. Donc, l'effort, c'est-à-dire il y a des circonstances, à savoir les efforts déclenchant, notamment des efforts répétés, les douleurs sont des douleurs du moignon, typiquement du moignon de l'épaule qui surviennent au mouvement. La mobilité articulaire est normale, donc il n'y a pas de limitation. On a une douleur lors des mouvements contrariés ou bien lors de ce qu'on appelle du testing de la coiffe. Les tendons intéressés par ordre de fréquence, c'est surtout le tendon du épineux, notamment pour les trappes, des douleurs, voilà, des sujets qui travaillent en hauteur. Les longs biceps en deuxième position, le sous-épineux et le sous-scapulaire en troisième position. Le deuxième tableau, donc c'est le tableau d'une épaule aiguë hyperalgique, donc c'est un peu plus sérieux. Donc il s'agit là d'une bursite aiguë microcristalline. Donc cette bursite là, elle est due donc à la rupture d'une calcification tendineuse dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Bien sûr, la calcification tendineuse, elle provient d'un processus inflammatoire chronique des tendons de la coiffe des rotateurs. Là, c'est intriqué. Donc, on est passé du stade d'une tendinopathie simple vers le stade d'une tendinopathie chronique, vers un stade de la tendinopathie calcifiante, vers le stade, le préterminal, donc c'est la libération de la calcification, et le stade ultime, c'est la bursite, l'inflammation de la bourse, bien sûr la libération de la calcification dans la bourse séreuse, et le stade ultime, donc c'est l'inflammation de la bourse, l'inflammation aiguë de la bourse. Donc sur le plan clinique, il s'agit d'une douleur intense avec impotence fonctionnelle majeure. Là, sur le plan physique, on a une mobilité passive active très limitée, voire nulle. Donc ça rappelle un petit peu l'attitude d'un traumatisé du membre supérieur. Sur le plan radiographique, on a une disparition de la calcification. Si on a cette calcification, si elle était déjà notée sur d'anciens clichés, et elle est remplacée, la calcification, par un nuage prenant la forme des contours de la bourse. Donc il y a un processus inflammatoire au niveau de la bourse, et donc ça se manifeste sur la radiographie par un nuage qui va dessiner les contours de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Voici donc sur le cliché de gauche donc la calcification avant sa rupture et sa dissolution. Donc il y a plusieurs macrocalcifications, et là sur le cliché de droite, donc on voit le nuage
un nuage qui dessine donc les contours de la bourse séreuse sous acromio-deltoïdienne. Il y a aussi persistance toujours de quelques calcifications. Le troisième tableau, c'est l'épaule. C'est toujours dans l'atteinte périarticulaire, dans les atteintes périarticulaires de l'épaule. On a l'épaule pseudo-paralytique. Donc on dit pseudo-paralytique parce que ce n'est pas une vraie paralysie. Elle correspond à une rupture de la coiffe des rotateurs. Il s'agit d'une évolution défavorable du tendinitus du sous-épineux. Là où, sur le plan clinique, on va avoir une mobilité passive normale, une mobilité active diminuée, enfin nulle. Donc là, c'est pour ça qu'on parle, bien sûr, un examen neurologique normal, ce qui élimine une vraie paralysie. C'est-à-dire, quand on fait les manœuvres de Q-testing, on n'aura aucune résistance par rapport au mouvement, par rapport à la manœuvre effectuée. Le quatrième tableau, donc, c'est l'épaule gelée ou bloquée. Donc, elle correspond à une capsulite rétractive. Donc là, on n'est plus dans la pathologie de la coiffe des rotateurs, mais la pathologie de la capsule. Il y a un enraidissement progressif de l'épaule. Il est précédé parfois par une phase hyperalgique, mais ce n'est pas la phase hyperalgique de la bursite microcristalline. Donc c'est une phase hyperalgique qui rentre parfois dans le cadre d'une algodystrophie. Je disais donc voilà, un enraidissement progressif, parfois précédé d'une phase hyperalgique, une évolution vers la régression, quelques mois à 2 ans. Parfois, ça peut garder des séquelles, une raideur indéfinie. Voilà. Les facteurs favorisants, on a identifié le diabète. Les médicaments, c'est un petit peu les mêmes facteurs qu'on retrouve au cours de l'algodystrophie. Donc les barbituriques, l'isoniazide, l'iode radioactif, les traumatismes, ce sont les plus fréquents d'ailleurs, la pathologie pulmonaire, la pathologie cardiaque et la pathologie neurologique. Sur le plan radiologique, au tout départ, notamment à la phase hyperalgique, on a surtout des radios d'aspect normal. À la phase de rétraction, on a ce qu'on appelle